Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à Génération Oui. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode pour vous, mais juste avant, je suis accompagné de David Jouvin. David, ça va bien? Ça va et toi? Oui, veux-tu nous parler du commanditaire de l'épisode? Ben oui, aujourd'hui, on est donc appuyé financièrement par René Villemur, qui est le député du Bloc québécois pour Trois-Rivières. Vous savez, les partenariats, ça nous aide à réaliser puis à parler d'indépendance dans ce balado. Donc, on remercie énormément René Villemur pour le support. Vous pouvez suivre ses activités parlementaires, extra-parlementaires directement donc sur ses réseaux. Vous avez d'ailleurs son site internet, renévillemur3r.québec. Le lien est dans la description. C'est pour suivre précisément ses actions parlementaires. Alors, une fois, on remercie énormément M. Villemur pour cet appui puis de nous soutenir donc, dans notre projet de médias indépendantistes. Oui, merci beaucoup, M. Villemur, donc député du Bloc québécois pour la circonscription de Trois-Rivières, un coin que je connais beaucoup puisque je suis de la Mauricie. Avant de commencer, je me permets de vous inviter, si vous aimez notre contenu, aujourd'hui, on va parler de la réforme du mode de scrutin. Si vous aimez notre contenu, partagez-le, commentez, abonnez-vous surtout. C'est ce qui fait en sorte que nos épisodes vont pouvoir se faire découvrir par un plus large public. Donc, sans plus tarder, on a une invitée très spéciale pour nous parler de la réforme du mode de scrutin. M. Jean-Pierre Charbonneau, ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça m'a fait plaisir d'accepter votre invitation. Bien, c'est très gentil. Permettez-moi de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes né le 3 janvier 1950 à Saint-Eustache. C'est ça. Vous avez débuté comme journaliste aux affaires criminelles. Vous avez été élu député de Verchères pour la première fois à l'élection du 15 novembre 1976 avec le Parti québécois à l'âge de 26 ans. Vous avez été ministre puis président de l'Assemblée nationale. À votre retraite de la vie politique, vous avez été commentateur politique dans plusieurs médias, dont le Club des Ex à Radio-Canada. Désormais, vous êtes président du mouvement Démocratie Nouvelle et vous militez pour la réforme du mode de scrutin. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. On va parler de votre parcours parce que vous avez quand même un parcours, je l'ai dit, vous avez commencé à 26 ans comme député de Verchères. Mais à 21 ans, 20 ans, comme journaliste. Comme journaliste très jeune. Là. Ah oui. Comment que vous avez eu la piqûre de la politique? Oh, je l'ai eu. Je pense que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, j'avais 12-13 ans. Je lisais la presse qui rentrait les fins de semaine à la maison. Et puis, déjà, j'écoutais l'actualité télévisée. Alors, c'est un peu... C'est comme... Naturellement, je me suis intéressé à l'actualité, ce qui se passait chez nous puis ailleurs dans le monde. Et inévitablement, on s'intéresse à ce moment-là à la vie politique, aux événements qui, dans le fond, façonnent les sociétés, qui façonnent la nôtre. Alors, inévitablement, on en arrive à s'intéresser à la politique. C'est comme ça que je me suis finalement retrouvé à être très intéressé. Puis quand j'ai commencé au cégep, j'avais un cours de sciences politiques et puis de sociologie. Puis finalement, un certain nombre d'intérêts ont convergé. Il y avait, Marc l'a dit, vous êtes député de Verchères pour la première fois à 26 ans. Un vieux 26. Quand même un vieux 26, mais 26 ans, ça reste que au niveau politique, on est habitué un peu avec des personnes qui sont âgées au niveau de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est quand même rare de voir des personnes de moins de 30 ans députées. Est-ce que c'est un défi un peu supplémentaire d'être député puis d'être à la fois à cet âge-là? C'est-à-dire, le défi, c'est à la fois d'accepter que, même si, par exemple, quand j'étais journaliste, j'avais gravi les échelons rapidement, puis que j'étais devenu un journaliste connu, un journaliste vedette un peu d'une certaine façon, à cause du secteur que je couvrais, puis des événements qui ont été associés à ça. Mais quand tu te retrouves député à 26 ans, tu te retrouves un junior dans une équipe avec des gens qui sont plus vieux, qui ont plus d'expérience, plus d'ancienneté. Alors, tu recommences d'une certaine façon à zéro. J'étais un petit soldat dans l'équipe de René Lévesque en 1976. Et puis, j'ai accepté ça. Des fois, on s'imagine que ça peut aller plus vite, mais ça a pris un certain temps avant que je graphisse les échelons. Puis c'était un peu normal aussi. Il fallait s'enraciner, établir sa crédibilité comme jeune.
Et puis, mais je n'étais pas le seul, hein, on était 3 qui avaient 26 ans en 1976. Et Claude puis, Charron? Charron était déjà plus était vieux. déjà plus vieux à ce moment-là. Il avait 23 ans, mais il avait 23 ans en 70 quand il a été élu la ouais. première fois. Mais Louis-Joseph Papineau avait été élu dans les années 1840, en fait même 1830, à 23 ans comme député. Alors, puis son père avait été député avant lui. Alors j'étais pas le premier jeune de 26 ans, peut-être même d'autres qui avaient été élus avant moi, mais j'étais un des plus jeunes de cette cuvée de 1976. Mais c'était une cuvée passionnante. Bon, nos seniors étaient tous des gens connus, expérimentés. Et puis, on apprenait beaucoup comme jeunes à les côtoyer et à les voir aller. Mais même à l'élection de 76, bon, c'est un gouvernement majoritaire pour le Parti québécois, mais c'était quand même une jeune cohorte en termes d'expérience parlementaire, parce que la plupart n'avaient jamais été députés. Non, mais il y avait un petit noyau de gens qui étaient là depuis 6 ans. Et puis, depuis 70, et ces députés-là, aguerris, ont comme expérimenté. Mais tu avais René Lévesque qui avait été parlementaire aussi. Et puis d'autres qui, sans avoir été parlementaires, avaient une expérience de la vie politique assez intense. Mais ça s'est bien déroulé, finalement. Par exemple, Robert Burns, qui avait été un vétéran depuis 70, il était leader parlementaire. Claude Charron, qui avait été élu aussi avant. Donc, il y avait des vieux parlementaires, entre guillemets, c'est-à-dire des vétérans du Parti québécois à l'Assemblée nationale qui ont bien réussi à finalement encadrer puis conseiller les nouveaux parlementaires, même si, dans certains cas, ces nouveaux parlementaires étaient des gens très aguerris. On pense à Camille Lorrain, Jacques Parizeau. Ça a été un gouvernement très efficace qui a apporté plusieurs réformes puis plusieurs projets de loi. C'était... Même, je pense que même les Américains considéraient que c'était le gouvernement en Amérique du Nord le plus compétent et le plus instruit qu'on avait à ce moment-là. C'est vrai. C'est quoi les plus grands apprentissages que vous avez tirés de la politique? Plus grands apprentissages. C'est-à-dire que la politique, c'est un univers de combat. Hein, c'est un univers où on doit... d'une certaine façon, séduire les gens, séduire l'opinion publique et puis essayer de les convaincre. C'est beaucoup un travail de conviction, puis c'est un travail où on doit développer une crédibilité parce que, finalement, on est là dans un processus non seulement de gouverner une société, parce que on était en format de gouvernement, puis donc de façonner des politiques publiques, mais on était là aussi pour faire un pays. Alors, il y avait ce double défi de dire on va être un bon gouvernement, on va prouver aux gens que finalement cette équipe-là est digne de confiance, puis on peut leur faire confiance pour justement passer le cap de faire un pays, puis de diriger un nouveau pays. Mais il fallait aussi convaincre les gens d'adhérer à cette idée-là. Puis tout le monde n'était pas au même diapason en 1976. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a eu à peine 40 4 ans plus tard. C'est-à-dire, la fleur n'était pas mûre, là, et on a eu à peu près le même pourcentage d'appui au référendum qu'on l'a eu à l'élection de 1976. Ça veut dire qu'il restait encore beaucoup de travail de conviction puis de pénétration de cette idée-là dans l'opinion publique. Je pense que ça, c'était pour moi le grand défi, mais en même temps l'intérêt. À un moment donné, j'ai écrit avec Gilbert Paquette, qui était un de mes collègues à l'époque, un livre qui s'appelait L'Option, donc pour résumer un peu la cause qu'on portait et pour vulgariser cette cause-là, puis pour fournir aux collègues députés puis aux militants, militantes un instrument de compréhension puis de vulgarisation. Et puis par la suite, je me suis fait élire à l'exécutif national du Parti québécois. Donc, je voulais, comme jeune député, je voulais être au cœur de l'action. J'avais été sur le comité aviseur du ministre responsable des opérations financières, Claude Morin. Alors, on était plusieurs députés qui étaient dans son comité aviseur. Alors, j'ai fait ce que je pensais que je devais faire pour être dans les premières loges puis au front. Je ne voulais pas être un spectateur de l'action, je voulais être dans l'action. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé de me lancer en politique en 1976. Il y avait un référendum qui était annoncé, on s'en allait faire un pays. Alors moi, je voulais être de cette aventure-là. Puis, ça m'amène un peu à me demander, vous avez fait votre parcours en politique, vous avez fait, je pense, une trentaine d'années.
Ouais, en fait, j'ai fait 6 mandats sur 30 ans. En fait, j'ai fait 25 ans à l'Assemblée nationale. 2 mandats, plus un autre dans l'opposition, après un départ pour l'Afrique. Puis quand je suis revenu, j'ai refait 3 autres mandats, dont les 2 premiers au gouvernement ou au pouvoir, puis après ça, un dernier dans l'opposition. Puis là, ça m'amène un peu à vous demander, est-ce que vous seriez prêt à faire un retour en politique si c'est pour être dans un gouvernement qui ferait un 3e référendum? Ou est-ce que vous laisseriez une nouvelle génération... Ben, je pense que c'est à une nouvelle génération d'être au front. Je ne dis pas que je ne m'impliquerai pas. Je pense que s'il y avait un référendum dans les années qui viennent, je ne serais pas silencieux. Je serais, je pense, assez actif. Mais je ne crois pas que... Je crois pas que je serais aux premières loges, c'est-à-dire à l'avant de la parade. Disons que... à l'âge vénérable que je vais avoir dans quelques semaines, à 74 ans, je pense qu'il y a des plus jeunes qui sont là, puis qui doivent, parce que c'est eux qui vont vivre le plus longtemps la décision, puis les lendemains de la décision. Mais je ne me cacherai pas dans mon garde-robe pour regarder la parade passer. Bien, on va avoir besoin de vous, le cas échéant. Qu'avez-vous préféré, parce que tantôt, je l'ai dit, vous avez été commentateur politique à la télévision. Moi, c'est un peu comme ça, plus que je vous ai connu. Qu'est-ce que vous avez préféré entre commenter la politique puis faire la politique? Oh, j'ai toujours aimé mieux être dans l'action que d'être dans les estrades à regarder et puis à commenter. Je déteste pas ça, être commentateur, mais honnêtement, je préfère être dans l'action. Mettre les 2 mains dans la pâte et puis d'avoir le maximum de pouvoir pour pouvoir faire en sorte que j'agisse sur les choses puis qu'on puisse faire un certain nombre d'actions qui ont une portée. Alors, c'est pour ça que je suis rentré en politique puis que je suis revenu en politique. À chaque fois, c'était qu'il y avait un référendum qui avait été annoncé et puis je voulais être de cette épopée-là. Et donc, je voulais participer, mettre les mains dans la pâte puis être un de ceux qui pourrait peut-être faire la différence. Je n'étais pas la personne. Il n'y a personne qui est la personne pour faire la différence dans un contexte comme celui-là. Mais je voulais être, disons, actif et aux premières loges de l'action. Puis il n'y a pas plus grand projet que celui de faire du Québec un pays. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était le projet politique le plus extraordinaire qu'on pouvait avoir pour le Québec. Puis ça reste encore un espoir puis un projet qui pourrait faire un changement majeur dans la destinée du Québec puis dans le parcours que notre société, que notre peuple pourrait avoir pour les années, les décennies à venir. Alors, notre situation reste toujours une situation fragile au plan culturel en Amérique du Nord. Donc, d'être un pays, d'avoir un pays à soi, c'est donc de contrôler son destin beaucoup plus qu'on peut le faire actuellement. Il n'y a personne de totalement indépendant dans le sens où on est dans un monde où tout le monde est interdépendant. Reste que néanmoins, être là comme un acteur de premier plan, un État souverain et non pas un État fédéré, ça reste que... On disait maître chez nous, ben c'est ça. C'est quand on veut être... quand on est indépendant, on est maître chez soi. On n'est pas totalement maître, personne ne l'est, même les Américains ne le sont pas. Mais reste que... je pense que c'est la destinée. Tu sais, le peuple, c'est comme les adultes. On élève les enfants pour qu'ils deviennent indépendants, pour qu'ils mènent leur vie à leur guise et qu'ils déterminent leur destin, qu'ils prennent leur vie en main. Mais c'est la même chose pour une collectivité. Si on parle de réforme du mode de scrutin, parce que c'est pour ça principalement qu'on vous a invité, on va revenir à l'indépendance, c'est super intéressant, puis on est des super indépendantistes, c'est la Génération Oui. Parlons de la réforme du mode de scrutin. Vous êtes président du mouvement Démocratie Nouvelle. Commençons avec une question large pour situer les gens qui ne sont pas initiés à la question. Pourquoi il faut changer le mode de scrutin actuel? Bien, on en parle, les raisons pour lesquelles on en parle, ils datent de la fin du 19e siècle. Et on a un système électoral qui est héritage du colonialisme britannique. C'est un mode de scrutin anglais. Et la conséquence de ce mode de scrutin-là, ça a toujours été une distorsion entre ce que les gens donnaient comme appui aux différents partis, puisque ces partis-là avaient comme pourcentage de députés à l'Assemblée nationale.
À quelques rares exceptions, il y a eu à peu près une correspondance entre le vote populaire et le pourcentage que les partis pouvaient avoir dans l'échiquier politique ou parlementaire. Mais en général, c'était des grandes distorsions, comme on en a eu encore la dernière fois, mais la dernière fois, c'est une des grandes distorsions historiques du Québec. C'est-à-dire, il y a des partis qui ont souvent eu trop de députés par rapport à l'appui populaire qu'ils ont reçu, et même ce trop de députés-là faisait qu'ils pouvaient être très majoritaires sans avoir eu même 40 de vote. Après ça, il y a des partis qui étaient sous-représentés à l'Assemblée nationale alors qu'ils auraient dû être plus représentés compte tenu de l'appui populaire. Puis il y a des partis qui n'ont pas de représentation à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas là. Pourtant, ils ont été chercher un appui significatif aux dernières élections. On l'a vu, le Parti conservateur a eu quoi, 12-13 du vote, aucun député. Le Parti québécois, en 1970, a eu 7 députés avec 23 d'appui. Et puis 30 3 ans plus tard, et puis un député de moins. Ouais. Alors, et ça a toujours été comme ça, avec le résultat que, finalement, on a une société qui est gouvernée très souvent par une minorité, par un parti qui représente une minorité de la population. Et ça ne crée pas la possibilité de faire des politiques publiques où les uns et les autres sentent qu'ils sont dans le coup, qu'ils sont représentés. Donc, avoir un mode de scrutin, et c'est pour ça que, dès la fin du 19e siècle en Europe, les gens, sur le principe de la démocratie, ont dit, mais si on est en démocratie représentative, on devrait avoir un mode de scrutin qui permette d'avoir des assemblées parlementaires représentatives de l'opinion publique, puis des grandes tendances. Puis si on dit que la démocratie, c'est d'abord de respecter le vote populaire puis le choix des citoyens, mais c'est ça que ça devrait vouloir dire. Et c'est pour ça que l'idée d'avoir des modes de scrutin de type proportionnel s'est imposée au fil du temps un peu partout dans le monde. C'est rendu le système électoral, en fait, le modèle qui est peut-être le plus répandu dans le monde. Mais encore là, quand on dit ça, un mode de scrutin proportionnel, il y a beaucoup de sortes de modes de scrutin proportionnel. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parle du moment où il y a une guerre en Israël et puis en Palestine, alors qu'il y a des gens qui se disent, regardez, là, le mode de scrutin proportionnel, ce que ça donne en Israël, les petits partis qui contrôlent, les extrémistes qui prennent le contrôle. Ça n'a jamais été la proposition au Québec. Donc, il n'y a pas juste un mode de scrutin. Les Israéliens ont un mode de scrutin proportionnel pur, alors que nous, on propose un mode de scrutin mixte compensatoire. Ce type de système mixte, ça veut dire une partie des députés sont élus selon le système actuel, puis une autre partie sont élus en fonction de l'appui que les gens donnent aux différents partis politiques. Donc, la proportion que les appuis des uns et des autres. Et compensatoire parce que, dans le fond, le système actuel, compte tenu justement des distorsions, bien, la partie proportionnelle compense les distorsions. C'est pour ça qu'on appelle ça compensatoire. Puis avec des listes régionales ou des listes nationales. Nous, au Québec, on a toujours préféré le modèle allemand, qui était le modèle de base, qui était avec des listes régionales. Ça veut dire que la proportion, le vote des partis politiques au niveau de la proportionnelle est calculé sur la base de comtés régionaux et non pas sur la base du territoire national au complet. Ça existe. Alors, mais par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est un mix proportionnel, mais avec liste nationale. Puis il y a d'autres systèmes où c'est proportionnel avec différentes modalités. Alors, et René Lévesque, qui a été le premier à proposer un mode de scrutin proportionnel mixte en 1968, bien, il savait ce qui se passait. Il s'intéressait à la politique internationale. Il voyait bien comment l'Allemagne avait adopté ce système-là après la Deuxième Guerre mondiale, puis les avantages que ça avait. Et c'est depuis ce temps-là, tous les grands partis qui ont fait une proposition législative, soit d'avant-projet de loi ou projet de loi, ont tous proposé au Québec un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Alors, c'est ça qui est... Et malheureusement, il y a eu des échecs à chaque fois parce que quand les gens, à un moment donné, sont dans l'opposition, sont très vertueux, puis rendus au pouvoir, ben, là, leurs intérêts partisans... Tu t'es fait élire avec ça. C'est ça, puis ils trouvent ça confortable d'avoir une majorité parlementaire, même s'ils ont une minorité de l'appui populaire. Puis j'imagine que c'est difficile aussi quand tu es premier ministre puis que tu dois te retourner et dire à certains députés, bien, à la prochaine élection, ça se peut que tu ne sois plus là parce qu'on va réformer le mode de scrutin. Oui, mais si on pense à ça, on se dit, ben, un premier ministre qui a dit et qui choisit tous ses candidats, en l'occurrence François Legault, c'est le parti où il n'y a pas d'assemblée d'investiture. Le premier ministre choisit tous ses candidats. Il leur avait dit
que c'était ça les conditions. Sur l'autobus de la CAQ, c'était marqué réforme du mode de scrutin. Alors, si, après le coup, les députés ruent dans les brancards, la question, c'est est-ce qu'on fait de la politique pour les intérêts personnels ou partisans ou on fait de la politique pour l'intérêt public et pour des valeurs importantes? Comment ça se fait qu'ailleurs, on a réussi à faire des changements? On a, dans le fond, décidé de mettre de côté les intérêts partisans pour mettre en valeur le sens de la démocratie. Encore une fois, si on est démocrate et qu'on croit à une démocratie représentative, on devrait considérer que le vote populaire est important et que le Parlement devrait refléter la réalité de ce vote populaire-là. Mm-hmm. Alors, c'est ça le problème, c'est que les gens ne respectent pas leurs paroles, renient leurs engagements, puis n'en payent pas un prix si fort que ça. Alors, c'est ça qui est choquant, qui est dommage. Moi, ça se fait que dans d'autres sociétés, en Europe, ça fait des dizaines d'années qu'on a modifié le mode de scrutin. Ça augmente le cynisme. Bien, ça augmente le cynisme et c'est encore plus choquant quand un chef de parti, quand un premier ministre, en l'occurrence François Legault, dit à tout le monde, moi, je ne ferai pas un Justin Trudeau de moi-même, je ne ferai pas ce que les autres ont fait parce que, justement, je ne veux pas encourager le cynisme. Et qu'en bout de piste, il fait la même chose que les autres, et pire encore. Mm-hmm. Parce que, finalement, dire on ne se bat pas dans les autobus pour avoir la réforme, donc, finalement, il n'y a pas grand monde qui la veut. Mais la réalité, c'est qu'en disant ça, il occulte le fait que c'est son parti et c'est lui-même qui a ramené la question sur l'agenda politique. Depuis 2008, ça avait été terminé, la réforme, parce que les libéraux qui avaient eux aussi promis puis qui ont abandonné, entre 1998 et 2008, ils étaient favorables. Et puis, tout à coup, il a fallu attendre 2015 pour qu'un nouveau parti, la CAQ, décide de ramener l'enjeu. C'est même pas nous, au Mouvement Démocratie Nouvelle. Nous, on a été créés après l'élection de 1998, alors que les libéraux avaient perdu l'élection avec plus de votes. Normalement, c'est là que tout à coup, ils ont eu comme un éclair de sainteté ou de démocratie. Ils se sont fait avoir. Là. C'est ça. Puis là, ils sont devenus des partisans de la réforme. Puis quand ils ont pris le pouvoir en 2003, ils ont déposé un avant-projet de loi, ils ont fait une commission parlementaire, ils ont même demandé un avis au directeur général des élections, puis tout ça allait dans la bonne direction. Puis à un moment donné, par lâcheté, puis par opportunisme politique, ils ont abandonné la partie. Ouais. Alors... On y reviendra aux libéraux. Je vais te laisser poser ta question. Ça, mais les libéraux, aujourd'hui, ont sorti une nouvelle chose là, par rapport au mode de scrutin. C'est-à-dire que là, les gens qui proposent un document de réflexion sur leur avenir disent, on devrait reprendre la réforme du mode de scrutin, mais proposer un mode de scrutin système préférentiel. C'est exactement ce que Trudeau proposait quand il a fait sa déclaration en 2014-2015. C'est ce que lui aussi, il voulait changer de mode de scrutin. Mais finalement, les libéraux voulaient un mode de scrutin préférentiel. Pourquoi? Parce que c'est un mode de scrutin qui favorise les grands partis et au détriment de d'autres partis. Et le fait est qu'on ne se retrouve pas avec des parlements représentatifs. On se retrouve avec des parlements où les grandes formations sont avantagées et où, on peut bien dire, moi, j'ai 4-5 choix. Première préférence, deuxième, troisième, quatrième. Mais en bout de piste, mon choix premier, c'est le numéro 1, c'est ma préférence. Dans un mode de scrutin proportionnel, chacun vote selon sa préférence. Et si un parti dépasse le seuil qui est imposé, en l'occurrence 4-5 les partis ont droit à une représentation. Ça crée une dynamique où beaucoup plus de citoyens sentent qu'ils sont dans le coup. Beaucoup plus de citoyens sentent que leur vote compte. Beaucoup plus de citoyens sentent que leurs opinions et leurs convictions sont aussi présentes dans le Parlement. Un mode de soutien préférentiel, c'est pas ça. Là. Ça va juste quelques-uns qui vont avoir encore cette tentation-là. Et bon, c'est pas surprenant qu'un ancien sénateur libéral fédéral, André Pratt, amène cette proposition pour les libéraux du Québec. Alors que, je disais à des journalistes aujourd'hui, alors que pendant 10 ans, ils avaient une proposition semblable à la CAQ, semblable à celle du PQ, puis semblable à celle de Québec solidaire. Il y a une critique adressée parce que tous les modes de scrutin ont des critiques, évidemment. Puis l'une d'entre elles, au niveau du scrutin proportionnel, c'est qu'il y a une difficulté à avoir un gouvernement qui est stable et qui est fort parce que, justement,
C'est des critiques qui sont lues Oui, justement par rapport à j'entends ça, souvent, j'ai lu que beaucoup. ça force surtout des coalitions. Puis s'il n'y a pas de coalitions qui se font, justement, ça rend difficile le fait d'avoir un gouvernement qui est fort, qui est stable. Ça, c'est D'abord- quelque chose que je veux juste Non, mais relever, puis que quelque chose j'entends qu'on doit ça adresser. régulièrement des adversaires. Comment on En fait, adresse ben, justement on ça? adresse ça en regardant ce qui se passe. Là où il y a eu des réformes, puis là où il y a des scrutins de type proportionnel, il y a deux cas de figure. Ou bien il y a des coalitions politiques, donc on se retrouve avec des gouvernements majoritaires qui sont formés par plus qu'un parti. Il peut y avoir 2, 3 partis qui signent une entente, puis qui gouvernent, puis qui ont chacun des ministres. C'est pas une entente comme les libéraux fédéraux actuellement et puis le NPD. C'est pas une coalition, ça. C'est une entente tacite ou d'une Puis il y a certaine des façon. discussions, il y a entre les partis. Mais oui, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez suivi la série Borden. Oui, énormément. Borden, c'est exactement ça. C'est-à-dire des partis qui forment des coalitions, qui sont obligés de se parler puis de faire des compromis. Mais au total, ces partis-là, s'ils sont 2 ou 3, quand tu regardes ce qu'ils représentent, ils représentent une majorité de la population. Ça veut dire qu'à chaque fois, les coalitions gouvernementales forment et sont appuyées par une majorité de l'électorat qui a voté pour ces partis-là. Et puis, ça crée une dynamique intéressante dans les sociétés, puis ça fait en sorte que les gouvernements sont moins baveux puis moins arrogants parce qu'ils sont obligés de collaborer, de faire des compromis. Ça suppose bien sûr plus de discussions. Ça suppose aussi que les partis n'ont pas toujours tout ce qu'ils veulent. Mais au moins, c'est ça. L'autre cas de figure, c'est les gouvernements minoritaires. Mais un gouvernement minoritaire n'est pas intrinsèquement inefficace. On regarde actuellement Ottawa depuis des années. Les gouvernements, on ne peut pas dire qu'il est inefficace. On ne peut pas dire que... Ce qu'on peut reprocher au gouvernement, ça n'a pas de rapport avec le système électoral, ça a de rapport avec son attitude ou sa façon de gouverner ou de se comporter dans certaines situations. Donc, un gouvernement minoritaire qui est obligé, là aussi, de faire des ententes. À ce moment-là, s'il n'y a pas de coalition, ils font des ententes à la pièce. Ils peuvent faire des ententes comme les libéraux fédéraux ont fait avec le NPD. Mais au bout de piste, quand on regarde dans toutes ces sociétés-là, il n'y a pas plus d'élections précipitées qu'il y en a chez nous. C'est drôle. C'est des gouvernements de sociétés qui sont avancés, où le niveau de vie est élevé, dans certains cas plus élevé que le nôtre, et ça fonctionne. Est-ce que l'Allemagne, c'est un gouvernement, une société dysfonctionnelle? Est-ce que la Suisse est une société dysfonctionnelle? Est-ce que les pays scandinaves sont des sociétés dysfonctionnelles où les gouvernements sont faibles puis qui ont... Non, c'est faux. Alors, tu sais, cette idée que s'il n'y a pas un gouvernement majoritaire, c'est un gouvernement faible et inefficace, l'efficacité est jugée comment? Par les politiques publiques puis leur impact sur la société, pas sur le fait que le gouvernement est majoritaire. Est-ce qu'on peut dire que parce que François Legault, 90 députés, maintenant il y en a 89, qu'il est plus efficace qu'il l'était, plus fort, plus efficace surtout qu'il l'était il y a quelques années, quand il y avait moins de députés, mais qui était encore majoritaire? Moi, je pense que non. Ça veut dire que, tu sais, dans le fond, on fait une équation ou une adéquation qui n'est pas exacte. Et tous ceux qui font de la science politique qui ont étudié les sociétés dans... C'est vrai, il n'y a pas un modèle parfait, puis il n'y a pas une société où il n'y a pas des conflits. Et même quand il y a plus de compromis, plus de discussions entre les partis, reste que la démocratie étant, tout le monde peut pas avoir n'a pas nécessairement la même idée, donc il y a des partis politiques, il y a des opinions politiques, puis il y a des luttes politiques. Alors, la partisanerie et les luttes politiques sont l'intrinsèque, d'une certaine façon, d'une démocratie saine. Sinon, s'il y a juste un parti, c'est plus de la démocratie. Si on va se faire beaucoup l'avocat du diable parce que c'est comme ça qu'on peut déconstruire. J'ai souvent rencontré le diable à cet égard-là. Être son avocat, ça ne me dérange pas trop. Il y a beaucoup de nationalistes, il y a quelques nationalistes québécois que j'ai lus cette semaine qui disent, c'est un argument qui est récurrent dans le débat, qui disent que la loi 101, par exemple, n'aurait pas été adoptée avec le mode de scrutin préférentiel mixte. Est-ce que vous pensez que mais là, vous mettez les deux affaires. Il n'aurait pas été adopté par un mode de scrutin proportionnel, pas préférentiel, mixte. Vous avez dit préférentiel mixte. Excusez-moi, je voulais dire proportionnel. Proportionnel mixte. Oui. Et après, c'est une critique qui se vaut? Mais est-ce que, dans le fond, quand on regarde ce qui se passe dans notre société,
s'il y avait eu un gouvernement de coalition à la place d'un gouvernement qui a été rejeté par 60 % de la population des dernières élections, puis qui avait été rejeté encore un peu plus la dernière fois. Alors, si tu te retrouves avec une politique publique qui aurait été faite par des compromis, un peu plus de compromis entre 2-3 partis politiques, en bout de piste, ce qui est important, c'est pas juste qu'on adopte des politiques en utilisant le pouvoir d'une majorité parlementaire, c'est que les politiques soient acceptées, qu'elles soient bien implantées, et il n'y a aucune raison de penser qu'on n'aurait pas pu aller assez loin. Pauline Marois aurait pu aller dans cette direction-là, même si elle était minoritaire, si elle avait accepté de faire des compromis avec la CAQ à l'époque. Mais elle n'a pas voulu en faire. Mais c'est que pour certains nationalistes québécois, ils se disent, ben, s'il y avait eu des compromis sur la loi 101, ça aurait été une version édulcorée. On n'aurait pas eu la loi 101 aussi forte qui nous a permis de renverser un peu à ce moment-là. Oui, mais ça, si on ne fait pas de la politique en faisant l'histoire. La politique, elle aurait été autre chose dans une société où il y aurait eu des pertes sur certains aspects, mais il y aurait eu des gains sur d'autres aspects. Par exemple, d'un point de vue indépendantiste, comment on peut penser qu'on va faire un pays s'il n'y a pas de majorité? Dans le fond, c'est une proportionnelle, un référendum. Il faut que tu aies une proportion absolue, c'est-à-dire 50 plus 1 pour faire un pays. Alors, comment on construit dans une société des alliances, puis des coalitions, puis des convergences, puis des consensus pour en arriver à dire on va aller chercher l'appui majoritaire du peuple pour faire un pays? Alors, il y a bien des gens qui se disaient, qui étaient opposés au mode de scrutin proportionnel en se disant oui, on a pris le pouvoir avec ce système-là, on va pouvoir le faire puis faire un autre référendum. Mais on a perdu 2 référendums. On avait la majorité parlementaire. On a perdu le référendum. Pourquoi? Parce qu'il fallait construire aussi une société, une coalition dans cette société-là. Il fallait que ça ratisse plus large. Il fallait faire en sorte que finalement plus de gens se sentent dans le coup. Puis si le prix à payer pour que plus de gens se sentent dans le coup, c'est d'aller un peu moins loin sur certaines choses, d'être un peu moins radical sur certains éléments, être un peu moins intransigeant sur d'autres choses, mais qu'en bout de piste, plus de gens adhèrent et puis peuvent cheminer ensemble. Qu'est-ce que vous choisissez? J'étais curieux de savoir un peu, parce que là, jusqu'à présent, vous avez expliqué aussi le mode proportionnel. Quelles ont été les démarches qui ont fait en sorte que c'est ce mode-là, qu'il y a eu le consensus justement que ça allait être ce mode-là qu'on allait recommander parmi tous ceux qui existent? Bien, c'est parce que quand René Lévesque l'a proposé en 68, puis que ça a été la proposition du Parti québécois, bon, il avait étudié le système, pas pour rien, la souveraineté association, ça a été une inspiration de la communauté économique européenne puis de l'Union européenne. Alors, le modèle confédéral que représentait la souveraineté association, c'était d'inspiration européenne. Le mode de scrutin que le Parti québécois a proposé en 68, que Lévesque a proposé, c'était ce modèle-là. Bon. Par la suite, ça a pris plusieurs années avant que ça fasse en sorte que tout à coup, ça atterrisse. Alors, ça atterrit quand? Ça a vraiment atterri à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été ministre en 2002-2003, et puis j'ai lancé la réforme des institutions démocratiques, puis là, on a mis ça à l'ordre du jour. Et puis, finalement, on s'est retrouvé en 2003, après les États généraux, avec une promesse électorale de tous les partis. Bon, je disais tantôt que Jean Charest avait gagné les élections par 35 000 voix, mais les libéraux avaient un peu plus d'appui populaire que le PQ. Bon, eux aussi avaient promis le DQ. Alors, on s'est retrouvé en 2003 à avoir, pour la première fois, un avant-projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. M. Lévesque avait préparé un projet de loi, il y avait eu des avant-projets de loi, mais il n'y avait pas eu de dépôt à l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, on avait fait un bout avec le PQ puis René Lévesque dans les années 70. Mais là, on était les plus loin. Mais ça a foiré. Et par la suite, quand on a relancé la discussion de façon plus sérieuse, c'est quand la CAQ est arrivée en relançant la proposition. Et ils ont fait quoi? Ils ont proposé à ce moment-là au gouvernement Couillard, les libéraux, de reprendre la discussion entre les partis pour essayer de voir si on ne pourrait pas, à nouveau, entre les partis, trouver une solution. Les libéraux n'ont pas voulu participer à cette invitation-là, à accepter cette invitation-là.
Alors, c'est là que la MDN a saisi la balle au bon. On dit, nous, on va la faire, l'invitation. On n'est pas un parti politique, on n'est pas un adversaire d'un ou l'autre. Et on a invité tout le monde, y compris les libéraux, à participer à un dialogue transpartisan. Les libéraux ont accepté. Et là, la première chose, c'est qu'on s'est dit, avant de choisir un modèle, on va choisir des principes. Et on a fait adopter par les différents partis. C'est en quelle année, ça? Ça, c'est en 2016. OK. Donc, on a adopté les principes. Mhm. Et puis, à ce moment-là, j'étais conseiller stratégique du MDN. Et puis, donc, de ces principes-là est découlé finalement une proposition. C'est-à-dire que les principes conduisaient à écarter différents modèles. Puis, et sans qu'on ait voulu que ça soit ça, le résultat de l'acceptation de ces principes-là, c'était de revenir à l'idée d'un mode de soutien proportionnel mixte compensatoire avec liste régionale. Là, les libéraux ont débarqué parce que tout à coup, ils se sont dit, on se retrouve à notre point de départ. On avait proposé ça, mais là, on allait à fou, là, on serait pris à l'accepter. Mm-hmm. Les libéraux n'ont pas voulu. Mais donc, il y a eu une entente entre les partis d'opposition, c'est-à-dire la CAQ, le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert. Mm-hmm. Et cette entente-là a été signée par tous les porte-parole de ces partis-là à l'Assemblée nationale devant les caméras en décembre 2016. Mm-hmm. Après ça, il y a eu une tournée de ces partis-là avec le MDN dans différents coins du Québec pour essayer de valider cette entente-là puis de la bonifier. Puis on s'est retrouvé au mois de mai 2018, donc avant les élections de 2018, avec une deuxième signature, celle-là faite aussi à l'Assemblée nationale par les caméras, mais faite par les chefs de parti. Mm-hmm. Et c'est là qu'on s'est retrouvé finalement à proposer, que la CAQ, comme gouvernement, a proposé, non pas un avant-projet de loi comme les libéraux, mais un projet de loi. Et donc, c'était bien parti. Ça avançait. C'est ça. Mais le choix du modèle, c'était le choix conseillé par... les partis étaient aussi conseillés par des politicologues. Tu sais, les libéraux avaient Louis Mascotte, nous autres, on avait Henry Milner et d'autres. D'autres avaient conseillé le Parti québécois à l'époque. Mais dans le fond, c'est pas pour rien que ce modèle-là a été choisi. C'est parce que, dans le fond, les gens se disent on veut garder, avoir des députés de comté. Donc, en gardant un système mixte, une majorité de députés viennent des circonscriptions locales. Mm-hmm. On veut aussi que, finalement, ça compense les distorsions, le système. Alors, on introduit une proportionnelle, mais on introduit aussi l'idée d'avoir des listes régionales, ce qui fait qu'on consolide le pouvoir des régions. On accepte que le Québec est un grand territoire avec des grandes régions et on s'organise pour que ces régions-là soient représentées. Donc, on a des députés locaux, les comtés sont un peu plus grands. Au lieu de 125, il y en aurait 80. Puis, il y aurait des comtés régionaux qui auraient la dimension des régions administratives du Québec. Mm-hmm. Et de ça, on se retrouverait avec une Assemblée nationale où il y aurait deux sortes de députés, mais qui auraient les mêmes responsabilités et qui, ensemble, auraient la responsabilité de gouverner le Québec. C'est comme ça que ce modèle-là s'est imposé avec le fil du temps. Il n'y a personne au Québec qui avait... Il y en a qui ont proposé d'autres modèles. Mais ça n'a jamais été retenu par aucun des partis politiques qui ont tout à coup décidé, pendant un temps, d'être sérieux dans la démarche. Mm-hmm, mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes, je pense qu'il faut comprendre, parce que c'est complexe des fois, les modes de scrutin, puis il faut... Oui, mais tu sais, c'est complexe, mais en bout de piste, c'est pas si complexe que ça. Non, c'est pas si complexe, fait qu'il faut prendre le temps de tout démystifier. Oui, mais quand on regarde la façon dont on choisit les élus locaux, municipaux à Montréal, avec les maires d'arrondissement, les conseillers locaux, c'est encore moins compliqué, le mode de soutien proportionnel. Dans le fond, c'est pas compliqué. Tu as deux votes. Un vote pour le parti local, en fait, pour ton comté, ton représentant local, puis un vote pour le parti qui, dans le fond, représente plus tes valeurs, tes convictions profondes. Fait que tu pourrais voter pour un candidat du Parti libéral du Québec, puis voter pour la CAQ, disons. Oui, tu pourrais aussi... et puis, en général, dans certaines propositions, les candidats pourraient être sur les deux listes, c'est-à-dire pourraient être choisis des députés locaux, mais en même temps, s'ils étaient battus, puis, il pourrait être aussi sur une liste.
Puis dans d'autres cas, on décide que non. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de modalités qui peuvent être proposées. C'est pour ça qu'il y a un modèle global. Après ça, les modalités varient selon les choix qu'on peut faire. Mais en bout de piste, l'objectif, c'est d'avoir un système qui, à la fin, fait en sorte que les partis n'ont pas, de façon parfaite, mais en proportion, le nombre de députés qu'ils ont est plus proche de la proportion de l'appui populaire qu'ils ont reçu que ce qui est le cas actuellement. Parce qu'actuellement, puis il faut situer les gens, la plupart des gens, je pense, le savent, mais c'est pas tout le monde qui le sait. La CAQ a été élue, n'a pas eu la majorité des voix, des votes. Non, il y a eu 40 mais ils ont eu 90 députés sur 125 aux élections de 2022. Le Parti libéral du Québec a fini, je pense, 3e, 4e peut-être même, en intention de vote, mais est l'opposition officielle parce qu'ils ont été grandement avantagés par le système actuel qui est comté par comté. Puis sur l'île de Montréal, ils ont eu beaucoup de comtés. C'est ça, ils sont concentrés dans un certain nombre de coins du Québec, dont l'ouest de l'île de Montréal. C'est ça qui est leur avantage. Des partis qui, leur vote était dispersé, comme par exemple les conservateurs, n'ont eu aucun député. Le PQ avait un vote assez dispersé aussi. S'est trouvé juste avec 3 députés. Parce que le Parti québécois, Québec solidaire, qui sont finis 2e et 3e, se retrouvent avec 11 députés qui ont été élus pour Québec solidaire à la dernière élection, 3 députés pour le Parti québécois à la dernière élection. Fait que ça fait en sorte que ce n'est vraiment pas représentatif du nombre de votes qu'ils ont reçus. Non. C'est représentatif de circonscription par circonscription, mais le Parti québécois, par exemple, finissait souvent 2e dans la majorité des circonscriptions. Ça fait en sorte que, malheureusement, puisque c'est au plus fort la poche, comme on dit l'expression, bien, le candidat qui avait une majorité de voix, des fois une majorité faible, était élu. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est un exemple. La dernière fois, c'est un des exemples les plus choquants dans l'histoire du Québec, dans l'histoire politique du Québec, de l'impact négatif des distorsions que crée le système qui est le nôtre, qui est un héritage du colonialisme britannique. Ce n'est pas un choix judicieux qu'on a fait à un moment donné. Là. Alors, il y a des gens qui... il y a des gens qui prétendent, par exemple, que au plan de la protection du Québec français, que le fait d'avoir des gouvernements forts à Québec, ça assure que le Québec français est solide devant le reste du Canada. Qu'est-ce que c'est, ça, cet argument-là? Quand il y a eu des gouvernements libéraux majoritaires pendant très, très longtemps, est-ce qu'on peut dire que, quand on regarde les politiques à l'égard de la protection du français, de l'identité québécoise, du rapport de force avec Ottawa, des gains constitutionnels qu'on a faits, est-ce qu'on peut dire que parce que c'était des gouvernements majoritaires, que là, tout à coup, on était mieux protégés, puis qu'on a été plus efficace au niveau du combat pour notre affirmation nationale, notre distinction, puis notre protection de notre société par rapport au reste du Canada, pas en tout? C'est quoi cet argument-là? Donc, c'est pas un argument, c'est un argument fallacieux, mensonger, mais qui a été véhiculé par un certain nombre de gens. Et puis, il y a des chroniqueurs dépendantistes, y compris, ou nationalistes, qui ont embarqué dans ce train-là, puis qui ont répété et répété. Et comme ils ont des chroniques puis des publics importants, ben on les entend souvent ou on les lit souvent, répéter les mêmes âneries, puis alors que c'est pas exact. Si c'était exact, on aurait eu des gains importants quand les gouvernements majoritaires... par exemple, actuellement, depuis 5 ans, on a un gouvernement majoritaire de la CAQ, nationaliste. Quels sont les gains constitutionnels qu'on a faits? Quels sont les gains significatifs qu'on a faits? On n'en a fait aucun, ou à peu près. Puis même la loi sur la laïcité ou la question linguistique, il n'y a rien qui dit que ça va passer, qu'on va avoir ce gain-là à perpétuité. Ça peut être brisé par les jugements de la Cour suprême. Et puis, il n'y a pas de garantie. Par exemple, nos combats sur la revendication à l'égard de l'immigration, sur le rapatriement, par exemple, de pouvoir en culture, etc. Il n'y a rien de ça. Autrement dit, toutes les belles promesses nationalistes qu'on avait dans le programme de la CAQ il y a 5-6 ans, il n'y a rien qui a... Il n'y a rien qui a été... Alors, et pourtant, ils sont majoritaires. Et puis là, ils sont très majoritaires. Encore plus la dernière fois. Ils ne pourraient pas être plus majoritaires. Alors, tu sais, il y a quelque part, là, il faut être honnête. Là. Ça veut dire des arguments mensongers qui sont répétés ad nauseam restent des mensonges pareils. Puis de toute façon, dans le contexte actuel, avec 5 partis politiques, la CAQ, les libéraux, QQS, PQ, PCQ,
même pour le PQ, actuellement, ça serait difficile d'être majoritaire. Là. Disons-nous, ça a beau monter Oui, pour mais- un gouvernement, parce qu'il y a des gens qui pourraient vous répondre « Oui, mais la CAQ n'est pas assez nationaliste. » Avec un PQ majoritaire, mais avec 5 partis, pour un parti comme le PQ, ce serait difficile. Oui, mais c'est vrai. Mais en même temps, ce qui doit être pris en compte, c'est qu'un nouveau système électoral crée une nouvelle dynamique politique. Et là, il y aurait un réalignement de la façon dont les citoyens voient les différents partis parce qu'ils se diraient chaque vote compte. Et en fonction des préférences, des objectifs politiques, il pourrait y avoir des nouvelles alliances qui se créent. Il y a des partis qui gagneraient au jeu parce que, justement, l'opinion publique serait plus prête à les supporter. D'autres pourraient perdre des plumes. Donc, l'idée, c'est que les gens souvent disent, bon, ben, on va calquer le futur en fonction du système actuel ou de résultats. On va calculer ce que ça voudrait dire un nouveau mode de scrutin avec les résultats passés. Oui, mais la dynamique change à ce moment-là. Et donc, il y a une nouvelle culture politique qui s'installe. Et, par exemple, par rapport à la question reliée à la question nationale, les partis vont se poser la question. Bon, actuellement, le problème, c'est que le PQ puis Québec solidaire se compétitionnent comme si le mode de scrutin avait été changé. Il ne l'est pas. Alors, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, ces partis-là fassent un examen de conscience, dire, il y a 2 partis indépendantistes qui, d'une certaine façon, se nuisent mutuellement, puis ça annule une partie de leur impact, alors que, dans les faits, s'ils additionnaient leurs forces, puis s'ils faisaient en sorte que, comment je pourrais dire, des alliances puissent se faire, des alliances électorales, en regard du mode de scrutin qu'on a actuellement. Parce que quand on a un mode de scrutin proportionnel, celui dont on parle depuis tantôt, le résultat, c'est que là, les gens votent selon leur première préférence, puis les alliances se font après. Alors, supposons que PQ et Québec solidaire, ensemble, vont chercher 45 % de l'appui populaire. Bon, bien, ensemble, Ils peuvent former le gouvernement. Ils peuvent former un gouvernement majoritaire ou ils peuvent être solides au Parlement. La compétition, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de faire d'alliance électorale parce que les gens votent selon leur choix idéologique, puis après ça, on fait des alliances. C'est comme ça que ça se passe dans les sociétés où il y a des modes de soutien proportionnel. Mais là, finalement, on se retrouve avec 2 partis qui entretiennent, dans certains cas, pour pas tous, la détestation mutuelle et qui, dans le fond, se retrouvent à ne pas avoir le rapport de force qu'ils pourraient avoir s'ils étaient associés. Bon, il y a des distinctions de ces 2 partis-là, mais il y a des convergences aussi. Je regarde dans Jean Talon, les 2 partis ensemble, là, ils ont une grosse majorité de l'électorat derrière eux. Là. Moi, je me demandais, aux dernières élections, la Coalition Avenir Québec a obtenu 72 % des sièges avec 41 % des votes exprimés. Il y a eu 66 % de personnes qui ont exprimé leur voix. Ça fait... C'est un des taux de participation les plus faibles de l'histoire du Québec. Finalement que 27 % en fait, des gens ont voté. Puis, malgré tout, ils ont obtenu 72 %. Donc, comment est-ce qu'on essaie de convaincre le gouvernement avec justement cette réalité que stratégiquement, c'est plus efficace pour eux de garder le mode de scrutin actuel? Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre de le changer alors On est piégé avec notre système actuel. Et c'est pour ça que c'était tellement important que François Legault, comme chef de parti, décide de reprendre le combat puis fasse les engagements qu'il avait faits. On avait une énorme confiance. Puis on était prêt à avaler bien des couleuvres. Autrement dit, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas tout à fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. D'abord, le projet de loi, ils l'ont dessiné tout seul. L'esprit de collaboration qui avait mené à l'entente transpartisane, ça aurait été là. Ils ont décidé le projet de loi tout seul, puis ils ont des modalités qu'ils ont inscrites dans le projet de loi. C'était des modalités avantageuses pour leur parti. Ça, c'est lors de leur premier mandat. Donc, oui, dans leur premier mandat. Malgré ça, le PQ et Québec solidaire étaient prêts à voter avec eux, puis ensemble, les 3 partis avaient eu presque 70 % de l'appui populaire aux élections de 2018. Là. C'est beaucoup, là. Ouais. Ça veut dire que tu avais 70 % de la population qui avait voté pour 3 partis qui avaient signé une entente importante. Puis, quelqu'un décide de déchirer l'entente. Alors, c'est clair que si François Legault s'entête à dire « Moi, là, je ne ferai plus rien », bien, on va être pris tant qu'il va être là.
Mais un jour, il y aura quelqu'un d'autre qui va respecter sa parole. Espérons-le. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on continue. Tu sais, la même chose que pour l'indépendance. On va arrêter de croire en l'indépendance parce qu'il y a eu des échecs ou parce que des gens ne veulent pas aller aussi loin? Je crois que les convictions en démocratie sont importantes, puis pas juste les convictions, le bien fondé de certaines propositions, la valeur intrinsèque de certains changements, c'est ça qui doit primer sur les choix qu'on doit faire et les orientations qu'on doit prendre. Alors, il ne faut pas se décourager. Bon, est-ce que c'est comme l'indépendance que je vais voir ça de mon vivant? Je ne sais pas. Mais c'est pas parce que on a perdu 2 référendums que je ne crois plus que ça aurait été une bonne décision, qu'on devrait le faire, qu'on aurait dû le faire, qu'on pourrait le faire encore. Et c'est la même chose pour la réforme du mode de scrutin. Puis c'est la même chose pour un certain nombre de grandes questions. Est-ce qu'on s'est découragé sur les changements climatiques? Non. Tranquillement, ça s'est imposé comme un sujet important. Ça reste que malgré l'urgence de la situation, il n'y a pas beaucoup de gouvernements sur la planète qui se comportent de façon cohérente par rapport à l'urgence. Et on peut être assez découragé de se demander qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Moi, comme grand-père, là, je regarde mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants un jour, puis qu'est-ce qu'on va leur laisser comme possibilité de planète vivable? Je ne le sais pas. Alors, mais encore là, est-ce qu'on va abandonner le combat parce que c'est un combat qui a l'air mal engagé, perdu d'avance ou les chances de succès s'éloignent à des moments donnés? Non. Si je ne m'abuse, la semaine passée, parce que là, ta question portait sur qu'est-ce qu'on fait face à un premier ministre qui a renié sa promesse. Puis on lui rappelle sa promesse constamment. C'est ça que vous faites. Et c'est ce qu'on fait. Et on le reprend au mot. Qu'avez-vous fait pour les gens à la maison? Qu'avez-vous fait la semaine passée? Moi, je le sais, là, vous avez tenu une conférence de presse. Bien, on a fait une conférence. Non seulement on a fait une conférence de presse, mais avant la conférence de presse, on avait, nous, le OMDN, fait une entente avec le Parti québécois et Québec solidaire, les deux ensemble. Puis on s'est dit, on va présenter un projet de loi, puis on va déposer une pétition officielle de l'Assemblée nationale pour montrer au premier ministre que c'est pas vrai qu'il y a juste quelques intellectuels qui s'intéressent à ça. Et puis que c'est possible. Alors, on a préparé le projet de loi. Le projet de loi a été présenté par un député de Québec solidaire, puis la pétition présentée par un député du Parti québécois. Mais les deux, nous, on avait fait une rencontre séparée, puis ensemble, puis c'était un plan d'action conjoint. Et le projet de loi, on a pris la proposition de François Legault, puis on l'a amélioré en fonction de quoi? En fonction des audiences publiques que les députés de la législature précédente avaient fait en janvier 2020, juste avant la pandémie, pour bonifier le projet de loi. Donc, normalement, un projet de loi comme celui-là, tu fais des audiences publiques, puis les gens font des commentaires, des suggestions, des critiques sur le projet de loi. C'est ce qui s'était fait. Et donc, on a pris les suggestions, puis les bonnes suggestions, puis on les avait introduites dans le nouveau projet de loi qu'on a déposé, parce qu'il n'y en avait plus de projet de loi. Là, tout à coup, avec ce dépôt-là, le Parlement est à nouveau saisi d'un projet de loi. Pas d'un avant-projet de loi, d'un projet de loi. Et si, tout à coup, il y avait un éclair de lucidité, d'honnêteté et de sens de l'histoire qui inspirait le premier ministre, il pourrait revenir à ses idéaux démocratiques nobles d'il y a quelques années, puis faire adopter ce projet de loi par son équipe. Il pourrait passer à l'histoire comme quelqu'un qui a dévié un temps, mais qui est revenu à une approche qui était une approche sage, une approche importante, une approche fondamentale. Et puis pour la pétition, ben, c'est une façon éventuellement de faire en sorte qu'on montre qu'il y a plus que quelques intellectuels qui s'intéressent à ça. Ouais. En moins d'une semaine, on atteint presque 10 000 signatures. Dans quelques jours, on aura peut-être 10 000 signatures et plus de cette pétition-là. D'ailleurs, si les gens veulent aller signer, ça va être dans notre barre, ça va être dans notre description. On va l'envoyer aussi par courriel aux gens qui sont abonnés à notre liste. C'est sur les réseaux sociaux du Mouvement Démocratie Nouvelle. C'est sur le site de l'Assemblée nationale. Exactement. C'est sur le site du Mouvement Démocratie Nouvelle. C'est juste pas juste. Et ce qui est important, c'est pas juste de la signer, la pétition, mais c'est de convaincre des amis, des parents, des collègues de faire la même geste. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour des partis qui sont en faveur de la réforme du mode de scrutin, mais il faut que ces gens-là
soit cohérent. La démocratie, il faut qu'on pose des gestes pour la faire avancer, progresser. C'est pas juste d'aller voter, puis après ça, on se lave les mains comme Ponce Pilate, puis on laisse les politiciens s'occuper de la chose politique, puis les journalistes regarder puis commenter l'actualité. Je pense qu'à des moments donnés, les gens peuvent poser des gestes. Ils ne sont pas obligés d'être des militants tous les jours, mais signer une pétition, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais ça peut faire la différence. Si c'est 10 000, 15 000, 25 000 et plus, bon, ben parce que ça sera déposé à l'Assemblée nationale. Ça va être déposé à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Parce que les règles de l'Assemblée nationale, c'est que tu ne peux pas avoir une pétition qui s'éternise sur 3 ans. Donc, quelques semaines, quelques mois pour signer cette pétition-là. Voilà. Et plus on aura de gens qui auront signé la pétition, plus le message qui aura été envoyé sera clair. Monsieur le Premier ministre, revenez à vos nobles intentions. Revenez finalement au respect de la parole que vous aviez donnée. N'encouragez plus le cynisme comme vous aviez promis de le faire. Faites ce que vous avez dit que vous feriez. Puis là, il y a eu toute une consultation, un projet de loi qui a été déposé. Il y a une pétition qui a été faite. Il y a beaucoup de mobilisation qui a été faite de votre part. C'est quoi la suite après? Là, évidemment, on attend de voir où ça va mener. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues? C'est-à-dire que nous, on va être là comme la mouche du coche, lancinante et pénible jusqu'à la fin du mandat de ce gouvernement-là. Alors, si le gouvernement s'entête à renier sa parole, si les députés qui avaient fait des discours extraordinaires en faveur de la réforme du mode de scrutin, je pourrais nommer bien des ministres actuellement, d'anciens péquistes, puis des caquistes qui ont fait qui ont tenu des propos édifiants et exemplaires, si ces gens-là arrêtaient de se pencher, puis de tout à coup renier leurs convictions, puis décidaient que c'est important que finalement on revienne à ces nobles intentions-là, on pourrait avoir des surprises. Sinon, on va être là jusqu'aux prochaines élections pour rappeler au gouvernement et puis au premier ministre, puis à la CAQ, qu'il y a une chose qu'ils avaient promis, qu'ils n'ont pas fait. Et en politique, le respect de la parole donnée, c'est important, et la confiance. La base de la démocratie, c'est la confiance que les gens peuvent avoir dans leurs dirigeants politiques. Et quand on perd la confiance parce qu'on ne respecte pas sa signature, parce qu'on ne respecte pas la parole donnée, il y a quelque chose de tordu dans ça. Puis là, le message commence à être compris parce que de plus en plus de gens qui regardent le premier ministre actuel et qui se disent il n'a pas respecté sa parole sur la réforme du mode de scrutin, sur le 3e lien, sur un paquet d'autres questions. Quand est-ce qu'on peut lui faire confiance? Quand est-ce que sa parole vaut quelque chose? Quand est-ce que sa signature vaut quelque chose? Ça serait une bonne occasion de prouver qu'il tient sa parole. Et puis, il peut se passer bien des choses d'ici les prochaines élections. 3 ans, c'est long en politique. On dit qu'en politique, 6 mois, c'est une éternité. Il y a quelques éternités devant nous. Et nous, on va meubler l'éternité. Puis on va être là dans cette éternité-là. Ou dans ces éternités-là. Si on passe maintenant au bloc sur l'indépendance, on veut parler un peu d'indépendance avec on en a parlé un peu déjà, pas mal. Allons-y encore. Comment êtes-vous devenu indépendantiste? Mon doux, quand je suis arrivé au cégep, mes parents étaient des petits travailleurs d'élection, l'Union nationale, nationalisme. Dans le fond, on n'était pas riches à la maison. Quand les gens travaillaient pour les élections, ça leur faisait un petit revenu, un petit surplus qui était le bienvenu. Alors, mes parents, ce n'étaient pas des militants de l'Union nationale, mais c'était des travailleurs d'élection. Puis, à un moment donné, moi, j'ai travaillé avec eux, je pense que c'était en 1966, j'avais passé des dépliants avec mon père. Puis, à un moment donné, il est arrivé... et j'étais fédéraliste, là, autrement dit... j'avais adhéré à cette idée, là, le beau et grand Canada. Je me rappelle quand, à l'exposition universelle de 1967, il y avait le pavillon de Bel Canada, qui était une espèce de pavillon circulaire avec un film sur le beau et grand Canada circulaire. C'était bien beau. Puis moi, je voulais être policier de la GRC quand j'étais petit gars. Puis bon. Puis à un moment donné, dans le fond, c'était le romantisme d'un grand pays avec des montagnes rocheuses, puis un grand et vaste pays. Bon, puis, à un moment donné, je suis arrivé au cégep, c'était l'effervescence de la fin des années 60, la crise linguistique, et puis tout ça, ça a comme percolé.
Puis au cégep, j'ai commencé à lire les journaux. Mon prof de sciences politiques nous avait dit dans sa première classe, premier cours, quels sont ceux qui lisent un journal? Il n'y a personne qui avait levé la main. Ah oui, hein. Il avait dit, la prochaine fois, vous ne rentrez pas dans ma classe si vous n'êtes pas abonné à un journal. Mm. Alors, moi, je me suis abonné au Devoir, puis j'ai commencé à suivre plus l'actualité. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait des débats d'idées, puis je les lisais, puis je faisais. Et puis là, j'ai participé à ces débats d'idées-là. Et j'étais arrivé finalement au cégep, première année de cégep, j'étais fédéraliste au mois de septembre, puis j'étais devenu indépendantiste le mois de juin suivant, sans qu'il y ait un événement. Il y avait eu je pense, Pierre Bourgault, puis André Ferretti étaient venus faire un discours. Je me rappelle même pas si j'avais assisté à leur conférence. OK. Mais c'est comme un processus de maturation ou qui s'est fait sur une période d'un certain nombre de mois. Et puis ça a coïncidé en 68 avec la création du Parti québécois. Donc, tu sais, le PQ, la crise linguistique, l'arrivée au cégep, puis tout ça. Finalement, donc, en 68, j'ai adhéré au Parti québécois, puis j'aimais la façon dont René Lévesque abordait les choses. Puis je m'étais rendu compte aussi que c'était pas la façon... On ne ferait pas un pays avec la façon que le FLQ proposait. La révolution armée, puis la violence, puis... j'avais compris. À un moment donné, tu sais, pendant la crise d'octobre, tu vois le manifeste du FLQ, puis tu te rends compte qu'une bonne partie des revendications puis des dénonciations, tu y adhères. Puis là, tu te demandes, oui, mais je devrais-tu faire comme eux, ou bien... Mais en même temps, tu as eu le PQ qui est arrivé avant 68. Puis quand je regarde la réaction de René Lévesque, puis comment l'approche de lui, puis de ses collègues s'est développée, je me suis dit, moi, je suis plus confortable. Je suis plus un réformiste qu'un révolutionnaire violent. Et puis, je veux participer à ce travail de conviction. Puis et c'est comme ça que je suis devenu indépendantiste. Et tranquillement, j'ai adhéré. Je suis devenu un membre en 68. J'ai participé à des congrès au début, tout ça, avant de devenir un journaliste. Puis là, prendre mes distances un peu, parce que je ne vais pas faire les deux officiellement. En lien avec l'indépendance, on connaît la tentative de convergence entre le PQ et QS. Comment est-ce que vous, au niveau du mode de scrutin, vous avez réussi à faire collaborer ces deux entités politiques-là? Bien, c'est beaucoup une question de personnes. Hein. Moi, j'étais conseiller d'administration du MDN, puis on avait des gens qui étaient de différentes tendances, puis on a essayé les gens ont eu confiance en moi. C'est moi qui ai écrit le texte d'entente transpartisane. Puis quand je suis devenu président, je suis allé recruter Françoise David. Et puis, elle est restée une solidaire. Puis moi, dans mon cœur, je suis resté un péquiste. Mais j'avais décidé de ne plus être membre parce que, au Club des Ex, à RDI, j'étais aussi commentateur. Alors, je préférais de ne pas avoir d'attache partisane puis pouvoir dire ce que je pensais. Mais finalement, on avait un respect mutuel, puis on a développé finalement comment je peux dire, non seulement une convergence de vues, mais une capacité de faire des compromis les uns les autres, puis de dire, bon, mais ça, c'est important, on y va. Est-ce qu'on peut adoucir les angles? Est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Est-ce qu'on peut écrire un texte en tenant compte aussi de l'opinion de l'autre ou des autres? Alors, les convergences entre des partis, c'est pas juste des idées, c'est des individus. Si des gens sont baveux, arrogants, prétentieux, s'ils ont la conviction qu'il n'y a rien qu'eux qui ont raison, alors on ne va pas très loin avec ça. Ça prend des gens qui, de part et d'autre, ont de la bonne volonté, qui veulent mettre la cause avant leurs égaux, puis avant ce qui est moins important, pour justement privilégier ce qui est plus fondamental. C'est comme ça qu'on a réussi au MDM. C'est comme ça qu'on réussit encore aujourd'hui à cheminer ensemble, même si on n'est pas de la même allégeance. C'est comme ça qu'on a réussi à amener le PQ et Québec solidaire ensemble à être avec nous depuis plusieurs années maintenant et à accepter de présenter un projet de loi puis une pétition de façon conjointe. Là,
Alors, ça fait la démonstration qu'on peut y arriver. Le reste, c'est beaucoup... c'est à la fois une question de volonté, puis une question de chimie entre les personnes, puis de confiance. On parlait de confiance tantôt. C'est ça. Il faut que les gens se fassent confiance mutuellement. Ah oui. Puis il faut qu'à un moment donné, des leaders politiques soient capables de dire à leurs membres et à leurs militants les plus radicaux, les plus crinqués, attention, là. Là, on s'en va dans un cul-de-sac. Et puis, il faut que les membres de ces partis-là aussi soient capables d'un niveau de réflexion puis de prise de conscience important. Je regarde, on est en pleine période de conflit entre Israël puis les Palestiniens. Qu'est-ce qui est le cul-de-sac au niveau des Palestiniens? Ils n'arrivent pas à créer une confiance dans leurs dirigeants. Ils ne sont pas capables de... Il y a trop d'extrémistes qui ont pris trop de place, et même du côté israélien également. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence en Afrique du Sud? Mandela puis de Klerk qui ont fait la paix alors qu'un a emprisonné l'autre pendant des années. Mais Mandela est sorti, non pas en voulant, avec un esprit de vengeance, puis en voulant régler 50, mais en faisant passer l'intérêt de l'Afrique du Sud puis de son peuple avant tout. Et il a fait l'histoire. En Palestine, on n'arrive pas à faire l'histoire. Puis ici, on a de la misère à faire l'histoire aussi. C'est un bon point parce que vous avez une belle pratique convergente au mouvement Démocratie Nouvelle. Il y a vous, il y a Françoise David, donc une fondatrice de Québec solidaire, mais on en parlait aussi avant l'épisode. Il y a un ancien conseiller de François Legault, donc un ancien caquiste qui s'implique avec vous de près. Ben oui, c'était l'attaché politique au cabinet de François Legault qui était responsable de ce dossier-là, Jean-Benoît Raté, qui, quand la CAQ a renié ses convictions, puis que le premier ministre a jeté sa signature à poubelle, lui a décidé, moi, je suis embarqué en politique, entre autres, du côté de la CAQ, parce que je croyais à l'idée de la réforme du mode de scrutin. Il est resté fidèle à ses convictions. Il a rejoint le mouvement Démocratie Nouvelle. Et, pendant un temps, il était au conseil d'administration, puis maintenant, il est coordonnateur, puis comme une espèce de chef d'orchestre opérationnel. Alors, et puis, il fait bien ça. Alors c'est une démonstration. Puis, on avait des libéraux aussi qui étaient avec nous. Et je pense que c'est la seule façon. C'est-à-dire que ces grandes idées-là, ces grands projets-là, ils doivent être des projets qui rassemblent plus grand que les partis politiques. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut faire l'histoire. C'est quand, à quelque part, il y a des convergences qui dépassent les intérêts des uns et des autres. On l'a vu, le PQ et QS ont collaboré. Il y avait aussi Climat Québec à la conférence de presse. Oui, il y avait le Parti vert était là également. Est-ce que le Parti québécois et Québec solidaire, selon vous, devraient collaborer plus souvent sur des enjeux comme ça? Je ne veux pas leur dire quoi faire, mais ils savent que je pense que la réponse est oui. Je pense qu'ils pourraient. Puis comme je le disais tantôt, je crois qu'ils vont devoir se poser une question, là. Combien de temps encore vont-ils se compétitionner au plan électoral comme si la réforme était faite? La réforme n'est pas faite. Les comportements électoraux des partis, les stratégies doivent tenir compte du système qu'on a actuellement et pas se comporter comme si le changement était déjà fait. Il n'est pas fait. Alors, ça suppose une approche stratégique différente. Et je pense que, à quelque part, il y a des gens qui vont devoir se poser des questions. Absolument. Je vais mettre un chapeau différent. Imaginons que je suis un fédéraliste. Puis là, je me demande, moi, c'est quoi les désavantages d'un Québec qui est au sein d'une fédération canadienne par rapport à un Québec qui est souverain? Là, je vous demande de me donner ces raisons-là de pourquoi c'est plus désavantageux au Québec d'être dans une fédération canadienne que d'être un Québec souverain. C'est quoi les principales raisons que vous me citeriez? La première raison, c'est que le Québec, le territoire québécois, puis l'État québécois, c'est le territoire du seul peuple francophone majoritaire en Amérique du Nord. Et c'est plus maintenant juste un peuple d'une seule ethnicité. Au début, c'était juste des Français, puis des descendants de Français. Mais tranquillement, ça a été des Irlandais, puis d'autres qui sont même devenus des Canadiens français,
Les Canadiens français d'origine irlandaise, il y en a eu beaucoup, puis au PQ, entre autres, puis ailleurs. Et c'est la même chose. Alors maintenant, finalement, c'est cette société francophone qui est unique en Amérique du Nord, et c'est le seul endroit au monde où ce peuple-là, ce groupe humain avec cette culture particulière, cette langue particulière, est majoritaire et peut le rester. Et ça, c'est le fondement même. Si on n'était pas différent au plan culturel, au plan de notre langue, au plan de notre réalité socio-culturelle, il n'y aurait aucun intérêt ou aucune justification à faire l'indépendance. Mais c'est justement parce qu'on existe différemment qu'on doit vouloir et on veut être maître chez nous. Et le problème de la Fédération canadienne, c'est qu'en plus, on est dans une dynamique qui était déjà annoncée il y a 100 ans, mais qui maintenant apparaît encore plus clairement. On est dans un processus de minorisation politique. Notre rapport de force et notre importance dans le pouvoir, dans les institutions politiques canadiennes, fédérales, est de moins en moins grand. La preuve, c'est que les conservateurs de Harper ont pu se faire élire sans trop de Québec. Et plus ça va aller, plus ça va être comme ça. On a déjà été 33 de la population. On s'en va tranquillement vers 20 de la population. Quand on va être 20 17 18 quel est le pouvoir qu'on va avoir d'influencer les décisions, les politiques? Quel est le pouvoir qu'on va avoir pour défendre nos intérêts? Quel est le pouvoir qu'on va avoir pour défendre notre langue, notre identité, d'avoir les contrôles de notre immigration, etc.? Plus ça va aller, plus ça va être difficile, plus ça va être dangereux, plus ça va être délicat. Alors, la première raison fondamentale, c'est celle-là. C'est de rapatrier les pouvoirs d'un pays pour que cette société-là se dirige selon son bon vouloir. Puis on reste une société qui a des voisins avec lesquels on a beaucoup de rapports économiques, culturels et autres. On va rester des bons voisins, on va rester des partenaires. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans le fond, ce qu'on doit avoir, c'est la capacité de reprendre ou de prendre le contrôle de notre destinée. Puis je le disais plus tôt en début d'entrevue, notre destinée, il n'y a pas un État, il n'y a pas un peuple dans le monde, même les plus indépendants, les plus souverains, les plus puissants, qui sont totalement indépendants des autres. On est dans un monde d'interdépendance. On l'était, puis on va l'être encore plus. Mais il y a des tables de discussion où les acteurs qui sont à ces tables-là, ce sont des acteurs d'États nationaux, en fait, d'États souverains. Des pays. Des pays. Nous, on a un État national, mais on a un État fédéré. On n'a pas un État, on n'est pas un pays. Donc, il y a une partie des pouvoirs qui nous échappent, et ces pouvoirs-là sont importants. Ils sont importants pour notre développement économique, culturel, mais ils sont importants pour notre identité, pour la protection de notre identité, puis éventuellement l'ancrage de cette société-là dans le temps et dans l'histoire. Ce serait, pour conclure sur le thème de l'indépendance, j'ai une question de mon ami Alex Valiquette qui s'implique, il était avec vous au point de presse, il s'implique au Oui Québec. Il se demandait qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'Assemblée constituante pour faire du Québec un pays, donc une Assemblée constituante d'un Québec indépendant. Moi, je pense qu'avant de faire une Assemblée constituante, les gens vont d'abord choisir oui ou non de faire un pays. Autrement dit, l'Assemblée constituante, c'est pour faire une constitution. Et on peut avoir toutes sortes de constitutions pour le même pays. Il peut y avoir des débats sur la Constitution. Mais la vraie question qui doit être réglée avant de faire une constituante, c'est est-ce que oui ou non, on est prêt et on veut être indépendant? Est-ce qu'on veut être souverain? Est-ce qu'on est prêt à franchir ce pont-là puis à accepter les conséquences? Si on n'est pas prêt, ça ne sert à rien de faire une constituante. Ce qui ne veut pas dire qu'une constitution pour le Québec, État fédéré, comme dans certaines autres provinces, dans certains États américains, ne serait pas une bonne chose. Moi, je ne suis pas opposé à l'idée que l'État québécois tel qu'il est actuellement ait une constitution. Mais ça va rester la constitution d'un État fédéré. Et si on pense qu'en modifiant la constitution, tout à coup, on va amener les gens à choisir le pays, donc je pense que c'est pas compliqué de comprendre que... Mais c'est un, comment je pourrais dire, c'est un pari sur l'avenir, puis c'est une décision qui est une décision d'audace et de courage face à un changement. Alors, est-ce qu'on est prêt, compte tenu de ce qu'on est, de ce qu'on pourrait être,
puis de l'État. On est une société avancée. On a tous les moyens de réussir cette aventure-là. Est-ce qu'on veut la faire? Mhm. Et c'est pour ça que, finalement, le choix va se faire par un référendum. Ceux qui s'imaginent qu'on peut faire l'indépendance en ayant 40 des députés avec le mode de scrutin actuel, ça ne marchera pas, là. Il faut qu'il y ait... Si on veut être reconnu sur la scène internationale, si notre indépendance veut être effective et solide, ben il faut qu'il y ait une majorité de la population qui y adhère. Mhm. Ça, c'est le passage obligé. Et une fois qu'on a adhéré à ça, on peut très bien décider de faire en sorte qu'il y ait une constituante. Mais il y a des gens qui veulent faire la constituante en se disant, bon, on va dessiner une sorte de beau pays idéal, puis comme ça, les gens vont adhérer à ce pays idéal-là, puis ils vont voter pour l'indépendance. Moi, je pense que c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Mhm. Il faut d'abord faire un travail de conviction sur le fond des choses, et le fond des choses, c'est oui ou non, voulons-nous briser les amarres? Oui ou non, voulons-nous être maîtres chez nous? Oui ou non, avons-nous le courage de franchir le Rubicon? Mhm. Oui ou non, faisons-nous du Québec un pays? Et après ça, le type de pays, le type de constitution, tout ça, ça pourra être discuté après coup, assez rapidement même. Mais bon, je pense que, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est un sujet qui est intéressant, qui sera probablement approfondi dans les prochaines années. Si on passe au dernier bloc, donc c'est un bloc qui est rapide, on l'appelle ça ou ça. On donne le choix entre en fait, on donne... Entre oui et non, quoi. Oui, exactement. Exactement. Fait qu'il faut choisir sa préférence entre les deux choix. Donc, ça lirait comme suit. Lève-tôt ou couche-tard? Ah, je suis plutôt... je suis pas trop un lève-tôt. Ma femme l'est. Moi, je traîne pas trop longtemps, mais disons, je suis pas aussi lève-tôt que d'autres le sont. Puis je me couche moins tard, je me suis déjà couché. Canadien Mais je me couche pas très tôt non plus. Canadien de Montréal ou Nordique de Québec? Je suis un Montréalais, je vais prendre le Canadien de Montréal, mais j'ai aucun problème. En fait, mon choix, ce serait les Nordiques pour qu'ils finissent par revenir. Oui. René Lévesque ou Jacques Parizeau? René Lévesque. Être ministre québécois ou être président de l'Assemblée nationale? J'ai mieux aimé être président de l'Assemblée nationale. Mais si on me proposait d'être ministre avec plus de pouvoir que ce que j'en avais, j'y penserais deux fois, parce que dans le fond, on est en politique pour changer les choses. Et plus on a de pouvoir pour les changer, mieux c'est. Pour quelqu'un qui est en politique pour faire évoluer la société, faire en sorte que les changements interviennent. Mm-hmm. Réformer le mode de scrutin ou faire du Québec un pays? Les deux. Les deux. Parti québécois ou Québec... Un va peut-être favoriser l'autre, d'ailleurs. Effectivement. Parti québécois ou Québec solidaire? Les deux. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a de la place pour les deux. Mais les deux devraient avoir assez de maturité politique et de sens politique pour, quand c'est le temps de faire une alliance, de la faire. Mm-hmm. Et sur l'essentiel, d'être ensemble plutôt que de saillir. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence. Québec pays avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Québec pays avec un gouvernement de droite qui ne sera pas toujours un gouvernement de droite. Parce que, dans le fond, c'est pas plus qu'un Québec province aura toujours un gouvernement de gauche. Dans le fond, en démocratie, il y a des phases, il y a des périodes. Donc, un et l'autre, dans un cas comme dans l'autre, c'est ça. Quand on est dans une vraie démocratie, c'est pas toujours à gauche qu'on est, puis c'est pas toujours à droite qu'on est. Bien, merci beaucoup. On va vous remettre un petit cadeau qui vient de la boutique. Vous pouvez le déballer si vous voulez. Ça vient de la boutique 50% plus 1, qui est un partenaire de Génération Oui et des Oui Québec également. Ah. Donc, on les remercie beaucoup. Ils donnent un cadeau à chaque fois à nos invités. Donc là, ce que vous avez présentement entre les mains, c'est un chandail avec le logo du Oui de 1980, puis un autocollant également du référendum de 95. Donc, si vous voulez vous procurer les articles de la boutique 50% plus 1 pour les gens à la maison, vous pouvez avec le code promo Génération Oui. Allez visiter leur site Internet. Ils ont plusieurs beaux produits comme celui-ci. Puis, je vais le déballer complètement pour que les gens voient. Ben oui, vous pouvez. Puis évidemment, en même temps que j'envoie nous des bas. Oui.
On va remercier M. René Villemur, député Trois-Rivières du Bloc québécois, qui nous a appuyés pour la réalisation de cet épisode. Un épisode très, au niveau de la réflexion, puis au niveau des discussions, très un député que je enrichissant. connais bien, avec lequel j'ai collaboré, qui m'a demandé d'ailleurs de participer à un des engagements qu'il y avait à Ottawa et que j'aime bien. C'est un éthicien aussi. Hein. Ouais. Et moi, j'ai écrit des textes sur l'éthique, j'ai fait des conférences. Je me suis servi de ces textes. Ma femme aussi, d'ailleurs. Donc, vous le connaissez bien. Je le connais très bien. Bon, on le remercie énormément pour notre soutien à cet épisode. Oui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle aux gens à la maison, allez signer la pétition, c'est important. En description. Et faites-la signer et faites-la circuler. Faites-la circuler, effectivement, parce que ça va avoir un poids à l'Assemblée nationale. Ça va être déposé par Pascal Bérubé. Il y a un projet de loi aussi déposé par Sol Zanetti. Si vous avez aimé notre contenu, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le, faites-le connaître aux gens. Abonnez-vous, aimez, commentez. Donc voilà, sur ce, on se dit À la prochaine fois. à la prochaine fois.